cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM. Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée aux associations. Nous sommes le 14 octobre et vous êtes en direct dans le studio. Cette émission sera consacrée aujourd'hui à la lecture et aux bénévoles. Voilà, mes invités aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jeanne Nègre, présidente de l'association PSA, Pôle Savoie Associatif, qui va vous parler des bénévoles. Et puis, j'ai 4 autres invités. J'aurai le plaisir de vous présenter le Salon du Livre avec son président, Philippe Riboulot, et un auteur très connu, Patrick Liodet, ainsi qu'un autre dispositif consacré à la lecture, qui est un dispositif en Savoie aussi, et non seulement en Savoie, mais également au niveau national, et qui s'appelle Lire et faire lire. Donc, merci à Jean-Pierre d'être dans le studio. Il est à la technique. Et après un week-end très chargé pour le foie, puisque c'était le Salon du Chocolat les 12 et 13 octobre dernier, et 5000 visiteurs sont venus, un gros succès. Alors, on va féliciter les organisateurs, mais aussi tous les bénévoles présents qui ont contribué au succès de ce salon. Et merci à tous les exposants également d'être fidèles. Voilà. Je laisse la place à Jeanne qui va nous parler des bénévoles dans le milieu associatif. Merci Mireille, je précise juste que j'en suis la directrice de PSA Savoie. Alors pourquoi aujourd'hui avec Mireille on s'est dit qu'on allait vous parler de l'accueil des bénévoles. On s'est dit qu'à l'occasion de cette rentrée septembre-octobre, qui est une rentrée aussi pour les associations, parler de l'importance de l'accueil des bénévoles était important. C'est un élément qui est déterminant dans la suite de la relation et qu'on oublie parfois lorsqu'un bénévole se présente. Accueillir, c'est important parce que faut jamais oublier qu'un bénévole, c'est un acteur mutant, dans le sens où, au départ, quand une personne se présente dans une association, elle peut être consommatrice de l'activité, bénéficiaire de l'activité, ou simple adhérent, et qu'elle n'est pas forcément bénévole tout de suite. On arrive rarement président ou présidente de l'association tout de suite, sauf quand on nous tend un piège des fois à l'Assemblée Générale. Mais au départ, on n'est pas tout de suite sur ce poste-là. Ça veut dire que ça s'accompagne finalement l'entrée dans l'association. On oublie de le faire. Parfois, on a quelqu'un autour d'une table, on fait un rapide tour de table pour se présenter, mais on oublie rapidement la personne. Ou parfois une personne nouvelle qui rejoint un groupe. On oublie simplement de prendre le temps de l'accueillir. On est des fois dans des groupes, dans les associations qui se connaissent depuis longtemps, qui s'entendent très bien. Et puis on a tendance parfois à faire de l'entre-soi un petit peu involontaire, qui est sympa, qui est enthousiasmant, mais on oublie vraiment de prendre du temps pour ces nouvelles personnes. L'objectif, c'est, dans un bon accueil, c'est de donner envie, finalement, aux personnes de continuer à s'investir, de bien se sentir à leur place dans l'association et que finalement, la relation, elle soit, je dirais, équilibrée. Moi, j'aime bien l'idée d'un bénévolat qui soit gagnant-gagnant. Quand on interroge les bénévoles sur leur motivation, pourquoi ils sont venus dans l'association, il y a 2 choses qui ressortent beaucoup. C'est à la fois, je suis venue parce que j'ai envie de m'engager pour la cause, pour faire quelque chose dans la société, pour des valeurs d'entraide. Donc ça, c'est pour l'autre. Mais il y a aussi la deuxième chose qui ressort, c'est je m'engage pour moi. Je viens chercher quelque chose. Donc l'idée pour l'association, c'est d'arriver à ce qu'on soit dans les deux. Je suis venue pour une cause, pour quelque chose, mais je viens en retirer quelque chose. Et l'idée, c'est qu'on arrive à trouver quelque chose d'équilibré dans la relation. Comment on fait pour accueillir finalement et pour essayer d'avoir une relation qui soit équilibrée ? Je crois que tout simplement, c'est du bon sens, mais l'idée de prendre le temps, quand quelqu'un arrive dans l'association, de faire un tête-à-tête, un rendez-vous tout simplement, pour prendre le temps d'identifier les envies du bénévole. Pourquoi il est venu finalement ? Qu'est-ce qu'il est venu chercher ? Est-ce qu'il est venu parce qu'il avait envie de se faire des amis, trouver du lien social ? Est-ce qu'il avait identifié une tâche technique qui lui plaît ? Est-ce que c'est la cause de l'association qu'il a envie de défendre ?
et puis d'identifier aussi ses savoirs et ses savoir-faire pour qu'on arrive à faire rencontrer l'envie du bénévole et puis bien sûr le besoin de l'association. C'est les deux qui doivent se rencontrer. On aime bien prendre 2 exemples à PSA sur les envies. C'est un petit peu l'exemple qui revient souvent, c'est le comptable qui arrive à la retraite. Il arrive dans l'association et puis on lui dit on cherche un trésorier. Tu voudrais bien assurer cette mission, tu as les compétences. Et lui, peut-être qu'au bout de 30 ans d'activité, il avait envie de faire autre chose. Donc peut-être que lui peut former quelqu'un qui aurait envie d'assumer cette tâche. Et l'autre exemple que j'aime bien prendre sur les savoir-faire, c'est un club qui nous avait fait remonter que chaque année, à l'occasion de l'inscription pour le coup des adhérents, dans la licence, en bas du papier, ils mettaient un petit mot sur qu'est-ce que vous savez faire. Pas de compétences parce que c'est un mot qui peut faire peur, mais vos savoir-faire. Et un jour, ce club, il a eu envie de refaire son site internet. Ça leur coûtait très cher de passer par un prestataire et ils se sont dit mais tiens, on avait demandé en début d'année à nos licenciés leur savoir-faire et finalement ils se sont rendus compte qu'ils avaient 4 ou 5 développeurs qui étaient simplement des pratiquants, qui n'étaient pas du tout investis dans le fonctionnement de l'association. Ils les ont contactés et eux ont dit oui, ça nous fait plaisir en fait de mettre notre compétence à disposition de l'association. Donc des fois, c'est des petites choses toutes simples dans cet accueil qui peuvent permettre de bien le réaliser et puis de montrer aussi que s'investir dans l'association, ça peut être 1 heure dans l'année sur un événement ponctuel, ça peut être de manière régulière et puis beaucoup plus, mais que on a le choix aussi là-dedans et l'idée, c'est d'essayer de trouver des missions qui peuvent permettre à différentes personnes, qu'elles soient actives, jeunes, moins jeunes, de trouver une place dans l'association. Sur l'accueil, des outils que les associations aiment bien, donc on a constaté, c'est parfois un livret d'accueil. C'est un petit outil tout simple, mais qui va récapituler un petit peu l'histoire de l'association, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne. Peut-être avoir la charte, s'il y en a une dedans, et un petit peu un résumé de comment elle fonctionne. Des fois, des choses qui marchent bien dans cet accueil, moi je l'ai vu dans une association dans laquelle j'étais impliquée, c'était une petite carte d'adhérent, toute simple, c'était un morceau de papier, et chaque rentrée, c'était délivré aux bénévoles qui s'étaient réengagés pour la saison, et en fait, ce petit morceau de papier, il était très attendu, on le délivrait souvent en retard, et on avait des bénévoles qui venaient nous voir et qui nous disaient « j'ai pas eu ma carte cette année de bénévole », et on imprimait un bout de papier, il y avait le logo de l'association, le nom de la personne, elle pouvait mettre sa photo. Et des fois, c'est des toutes petites choses comme ça, mais ça veut dire j'appartiens à un collectif, je suis fière en fait de m'investir dans cette association et on me reconnaît dans ce collectif. Donc il y a plein de petits outils des fois qui sont tout simples, mais qui peuvent participer à cet accueil. Et après, une fois qu'on a identifié finalement dans ces rendez-vous pourquoi la personne elle vient s'investir, c'est comment on va l'accompagner tout au long de sa vie de bénévole dans l'association. C'est quelque chose qu'on verra sur une prochaine chronique. Je fais un peu de teasing. Avec plaisir, je t'aime bien entendu. Mais voilà, il y a des outils en tout cas qu'on aime travailler avec les associations sur la reconnaissance, qui est le seul salaire du bénévole, mais comment on le fait, reconnaître un bénévole, comment on l'accompagne, quels outils on a en tout cas pour qu'il ait envie de poursuivre cette relation équilibrée. Merci Jeanne beaucoup pour cette intervention parce qu'effectivement l'importance des bénévoles dans une association elle est indispensable et Jean-Pierre hoche de la tête, il lançait quelque chose par rapport à l'organisation du Salon du Chocolat le week-end dernier. Oui, il faut choyer nos bénévoles et si vos associations aujourd'hui existent encore, c'est que précédemment, il y a eu des bénévoles, des présidents, des secrétaires, des trésoriers et tous ceux qui ont permis aujourd'hui à ce que cette association vive encore. Donc, merci Jeanne. Nous allons faire une petite pause musicale et après, je vais vous présenter mes autres invités. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Alors maintenant, je reçois 2 autres invités. Magali, bonjour Magali. Bonjour Mireille. Bonjour Sylvie. Bonjour Mireille. Alors, ces 2 dames interviennent dans un dispositif qui s'appelle Lire et faire lire. Et donc, Magali va vous présenter ce dispositif. C'est un dispositif au niveau national, mais très bien représenté en Savoie, puisqu'il y a 250 bénévoles.
Oui, c'est exact. Donc, Lire et faire lire, c'est un programme, donc aussi une association, une grande famille de lecteurs et de lectrices et surtout de bénévoles. On en a parlé tout à l'heure avec Jeanne et c'est important parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de Lire et faire lire. Lire et faire lire, comment est né Lire et faire lire ? Allez, la petite histoire un petit peu rigolote que je trouve, moi, c'est parti de Brest en 1985 à la demande d'un instituteur qui est allé voir les membres de l'Office des retraités de Brest pour leur demander s'ils voulaient bien aider au fonctionnement de la bibliothèque de l'école. Les retraités ont répondu présent et depuis, au fil des ans, les interventions se sont élargies et les bénévoles retraités ont proposé des lectures aux enfants. Du coup, cette initiative brestoise a été remarquée et a fait l'objet d'une sorte d'étude en fait sur les bienfaits des rencontres entre générations à l'école. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Alexandre Jardin, romancier bien connu, a eu vent de cette initiative et il s'y est fortement intéressé. Et en 1999, Lire et faire lire au niveau national est né. Voilà un petit peu l'histoire, l'origine de Lire et faire lire. Et pour créer cette association, Alexandre Jardin s'est appuyé sur 2 réseaux d'associations bien connus en France, la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations des familles. Voilà. En Savoie, le dispositif est porté par la FOL, la Fédération des œuvres laïques, de la Savoie. Merci pour cette historique. Alors j'ai la chance aussi d'accueillir dans le studio Sylvie, qui est bénévole également dans cette structure et qui va nous raconter son parcours professionnel, puisqu'elle fait même de la lecture en anglais, je crois. Exactement. En fait, en 2016, j'ai eu un changement professionnel qui m'a libéré du temps. J'avais toujours envie de lire aux enfants et un jour, donc j'habite Saint-Baldoff, on a un bulletin municipal et j'ai vu une petite annonce pour Lire et faire lire. Et j'ai dit, tiens, une fois que je serai à la retraite, j'irai lire aux enfants via cette association. Et donc, quand j'avais 56 ans, parce qu'il faut avoir plus de 50 ans pour être bénévole à Lire et faire lire. On va le rappeler. C'est une opportunité pour moi à saisir. Et donc, j'ai rejoint Lire et faire lire sur Saint-Baldoff. Donc, au départ, comme lectrice. Et donc, j'attaque ma 9e année en tant que lectrice. Et 3 ans après, la Relais, donc celle qui coordonne sur Saint-Baldoff, a décidé donc d'arrêter pour prendre une véritable retraite. Et j'ai donc pris le relais du relais. Et maintenant, donc, je suis le relais pour Saint-Baldoff. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée ? Donc, déjà, je suis enseignante au départ. J'étais enseignante d'anglais. Et j'ai toujours aimé lire depuis que je suis enfant. Et le contact avec les jeunes. Et je voulais pas couper, une fois à la retraite, ce contact. Et lire aux enfants, c'est ça. Donc, je pense à la personne qui est intervenue tout à l'heure, m'apporte beaucoup parce que quand vous voyez un enfant qui sourit, qui est tout oreille, tout ouïe quand vous racontez une histoire, ça vous fait chaud au cœur. Je comprends. Et maintenant que je suis grand-mère, ça me fait d'autant plus chaud au cœur. Et une chose que j'ai remarqué dans ma vie de maman, quand vous lisez à vos enfants depuis tout petit, vous semez une petite graine. Et cette petite graine, même si à l'adolescence, vous avez l'impression que, finalement, ça va pas faire grand-chose, si, ça revient plus tard. Et quand je vois mon fils, par exemple, qui est lui maintenant père, lire à ses enfants et lire pour lui, j'ai dit, j'ai réussi. Et donc, j'ai besoin de semer cette petite graine chez ses enfants pour que plus tard, eux aussi transmettent à leur tour. Très, très beau message de transmission. Oui. Merci beaucoup, Sylvie. Tu pourras intervenir. Oui, il n'y a pas de souci. Quand tu le souhaites. Donc, je reviens à Magali. Alors, maintenant qu'on a vu l'historique de ce dispositif,
Peux-tu me dire comment ça se passe pour les bénévoles qui nous écoutent et qui ont peut-être envie aussi de s'impliquer dans une école, dans un EHPAD, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des personnes qui allaient lire dans les gares pour permettre aux enfants de patienter. C'est bien mieux que les écrans, hein, on est bien d'accord. Hein. Effectivement, il y a plein d'endroits où on peut lire des livres et je voulais préciser que lire et faire lire, donc c'est quoi ? Les objectifs, c'est donner accès au monde des livres, c'est partager le plaisir de la lecture et surtout favoriser une rencontre intergénérationnelle. Sylvie parlait tout à l'heure de son âge. Pour entrer à lire et faire lire en tant que bénévole, il faut avoir plus de 50 ans. Plus de 50 ans, pourquoi ? Pour justement cet écart d'âge qu'il y a entre les enfants et les personnes qui ne sont pas toutes à la retraite. Beaucoup le sont quand même, parce que le temps leur permet d'intervenir auprès des enfants. Et c'est vraiment le plaisir et l'intergénérationnel que l'on souligne, et la lecture en petits groupes, je tiens bien à le préciser. Les lectures se font auprès d'un groupe d'enfants entre 2 et 6, 8 maximum. Voilà, pour qu'il se passe quelque chose et que la relation se crée en fait. Les séances, où est-ce qu'elles ont lieu ? Donc, elles ont lieu beaucoup à l'école. À l'école, soit sur le temps périscolaire, soit sur le temps scolaire. Et elles ont lieu aussi en extrascolaire, dans les centres de loisirs. Il y a des départements qui offrent des lectures en gare, comme tu le disais. On peut aller lire en crèche, dans les relais d'assistantes maternelles, les relais petite enfance, dans n'importe quelle association en fait où est accueilli un public enfant de 0 jusqu'au collège. On avait parlé en préparant l'émission des hôpitaux aussi également. L'importance effectivement d'accompagner des enfants dans les hôpitaux et de leur apporter un petit peu un moment de joie. Un petit espace-temps effectivement qui soit du bonheur et de la lecture offerte. C'est un lieu que j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on aille ouvrir à l'hôpital. Alors c'est un peu plus compliqué parce que il y a le monde médical et je sais pas comment dire, mais voilà. Il y a des choses qu'il faut que je creuse là-dessus, mais ça se fera. Et on va ouvrir les lectures au foyer départemental de l'enfance là cette année. Parfait. Et on a rencontré l'équipe. Une formation va être proposée aux bénévoles lecteurs. C'est important, en tout cas, je trouve, moi, le mot former est peut-être pas le mot qu'il faut parce que c'est surtout un partage d'expérience et leur donner les billes, en tout cas, pour être à l'aise dans cette mission de lecteur. Donc, au foyer départemental de l'enfance. On va lire cette année au musée savoisien. Bravo. Aussi, c'est des petites lectures comme ça, un peu sur des dates bien précises, la nuit d'Halloween ou les nuits du musée. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre La mise en place d'un bibliobus. Sur la mise en place d'un bibliobus. Ah oui, je fais un petit coucou à l'équipe de Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, ils ont investi l'année dernière dans un bus, un bibliobus. Et eux, ils se déplacent dans les écoles de nos stations, à La Plagne, aux Arcs, et ils vont offrir leur lecture sur ces écoles de montagne. Voilà, c'est chouette. À Saint-Jean-de-Maurienne, le dispositif, il a été mis en place avec la médiathèque, la bibliothèque de Saint-Jean-de-Maurienne. Là, ce sont les enfants et les classes qui se déplacent à la bibliothèque pour écouter les histoires des bénévoles. La durée de ces séances de lecture, elle varie entre 15 minutes, 20, 30, selon l'âge des enfants. Et l'idée aussi, c'est que ce soit des enfants qui soient volontaires. Voilà, parce que quand on a envie de venir écouter des histoires, on y va vraiment avec le cœur et ne pas contraindre l'enfant à venir. C'est important. Et puis voilà, il y a tout un accompagnement des bénévoles qui est fait aussi. On ne lâche pas des bénévoles comme ça en pleine nature. Jeanne parlait tout à l'heure d'une rencontre, d'un guide. On a tout ça chez Lire et Faire Lire. Moi, je rencontre les bénévoles qui se présentent, qui nous appellent ou qui nous envoient un mail. Je tiens à ce qu'il y ait une rencontre. On fait connaissance. Voilà, on parle un petit peu de
pourquoi tu veux devenir bénévole à Lire et Faire Lire. J'écoute les besoins et puis à partir de là, on essaye ensemble, en fonction de l'emploi du temps du bénévole, on essaye de trouver la structure la plus adaptée, la plus proche de chez lui. L'idée, ça n'est pas de faire des kilomètres en voiture, mais essayer de lire dans sa commune, au plus proche. Et à partir de là, on a un guide du bénévole avec beaucoup de choses déjà d'expliquer. Et j'invite les bénévoles à participer à une journée des nouveaux bénévoles. Tu y as participé, oui. Sylvie aussi. Très importante. Merci, ouais, je trouve aussi. Oui, parce qu'on fait connaissance déjà, parce qu'on est un petit peu timide, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a un peu peur, hein. Moi, c'était un peu plus facile parce que je suis enseignante au départ, donc j'ai pas peur d'un groupe. Mais quand on ne l'est pas, on a une petite crainte. Et là, toutes les craintes se dissipent parce qu'on nous met vraiment à l'aise. Et donc, c'est hyper important de rencontrer d'autres futurs bénévoles et des bénévoles qui sont déjà en place. Alors, que se passe-t-il au cours de ces journées bénévoles ? Une formation, des rencontres avec d'autres bénévoles, un partage des... Tout ça, en fait. Okay. Tout ça. Et puis, en fait, ce qui est très important avec Lire et Faire Lire et avec Magali, c'est qu'elle nous suit. Moi, il y a longtemps que j'ai fait cette formation, mais je la vois tout le temps. Elle vient à nos propres réunions. Donc, quand Lire et Faire Lire, par exemple, pour Saint-Baldoff se réunit, elle vient à nos réunions. Là, la semaine dernière, c'est elle qui nous conviait à une réunion. Donc, c'est lundi dernier. Donc, on a toujours des contacts. Et on reçoit régulièrement des newsletters. Donc, on n'est pas lâché comme ça en pleine nature. Parfait. C'est important de faire réseau, en fait. C'est ce qui fait que les bénévoles, je pense, prennent plaisir à nous retrouver et à faire partie d'un groupe. Voilà. Bravo pour toutes ces belles initiatives. Si vous avez envie si vous avez plus de 50 ans, vous avez des disponibilités. Bien entendu, je vous invite à vous connecter sur votre réseau. C'est Folle73 info. Onglet culture, et puis vous pourrez vous inscrire, et comme l'a bien dit Magali, de toute façon elle vous recevra et elle vous donnera des éléments pour éventuellement continuer cette belle aventure avec Lire et Faire Lire. Donc vraiment, je vous invite à faire cette démarche. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est effectivement, c'est dans le cadre d'une démarche républicaine et laïque. Il est évident que les lectures doivent être neutres. Voilà. Vous êtes souvent en lien avec le bibliothécaire de l'établissement où vous allez intervenir. Les bibliothèques sont une vraie ressource pour nos lectrices et nos lecteurs. Il y a un vrai partenariat. Avec certaines bibliothèques, on prend plaisir à se réunir sur des apéros littéraires. Bravo. Parce que toute l'année, moi, je propose à ce grand réseau des rencontres, des formations, des animations. Et les apéros littéraires, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'un apéro littéraire ? C'est une rencontre après 17h30, 18h, avec une bibliothèque partenaire, où là, l'équipe du secteur enfance-jeunesse, littérature enfance-jeunesse, nous propose ses coups de cœur de la rentrée. On est tous invités. J'invite les bénévoles à venir aussi avec leur coup de cœur, ce qui permet aux bénévoles de repartir avec beaucoup de titres d'albums, de livres à partager. Et puis, on termine cette petite soirée en partageant un verre et quelques apéritifs. Voilà. Bravo, félicitations. Je voulais mettre en évidence ces belles initiatives et ces temps de partage. On a bien dit scolaire, périscolaire, proximité géographique dans la mesure du possible. Donc si vous avez un petit-fils ou une petite-fille qui est dans une école et que vous avez envie de lui faire partager ces moments avec d'autres petits copains, d'autres petites copines, il sera sans doute ravi de dire mais c'est ma grand-mère qui est ici. C'est souvent comme ça qu'on arrive à ouvrir des sites de lecture. Donc, bravo à vous pour ce que vous faites. Bravo à Sylvie aussi pour ses lectures en anglais. Et en français. Et en français également. D'accord, ok. Alors, ce que je vous propose maintenant, justement, Sylvie est venue avec un livre. Et au lieu de faire une pause musicale
Avant de passer à mes autres invités, président de Livre en Fête, Philippe Ripoulot et Patrick Liodet, je vous propose une pause, non pas en musique, mais tout en lecture. Et merci Sylvie d'avoir apporté un livre qui s'intitule Roméo et Juliette et que vous allez découvrir avec nous. Mais c'est pas Shakespeare, c'est Mario Ramos. Donc ça c'est un livre qui passe très bien donc avec les maternelles donc de Saint-Baldoff et c'est celui donc que je vais vous lire. C'est l'histoire d'un éléphant Roméo et d'une petite souris Juliette. Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin, presque. Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème, de rien du tout, mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide. Très, très, très timide. Pour un rien, il rougissait. Il s'empourprait de la tête aux pieds. C'était horriblement gênant. Les autres l'appelaient Tomate. Et ça le faisait encore plus rougir. Pourtant, autour de lui, il voyait le flamand rose, le zèbre noir et blanc, la girafe jaune et le crocodile vert. Mais ça, c'est normal. Tandis qu'un éléphant rouge, c'est ridicule. Un éléphant, c'est toujours gris. Lorsqu'il allait se désaltérer au grand fleuve, même les poissons se moquaient de lui. Il avait pris l'habitude de sortir quand la pénombre peint en noir toutes les couleurs et habille les formes de mystère. Au cours d'une promenade, une petite voix lui caressa doucement les oreilles. « Oh, tête en l'air, fais attention où tu poses les pieds. Tu n'es pas tout seul. Moi aussi, j'aime bien le calme de la nuit. » Les nuages s'éloignèrent et la lune éclaira la scène. « Bonjour, je m'appelle Juliette. Je suis une souris. Et toi ? » « Moi, c'est Roméo. Mais tout le monde m'appelle Tomate parce que je rougis sans arrêt. » « Roméo, c'est un très beau nom. Et le rouge est ma couleur préférée. Tu es charmant comme ça. » Roméo était ravi. On ne lui avait jamais parlé ainsi. Il se sentait léger comme une plume. Oh, la vie était belle. « Emmène-moi voir l'océan, dit Juliette. Avec tes grandes jambes, ça ne doit pas être très loin. » Il y eut d'abord le roulement continu des vagues qui se couchent sur la plage. Puis, d'un bout à l'autre du paysage, se déroula un immense tapis bleu. Ils restèrent longtemps fascinés par la ligne droite de l'horizon. « Tu vois, le ciel, lui aussi, est parfois tout rouge, dit Juliette. »« Je suis bien avec toi, soupira Roméo. »« Moi aussi, lui confia Juliette. » Roméo était impatient de retrouver les siens pour raconter son nouveau bonheur. « Salut, Tomate !» s'écrièrent les éléphants en chœur. Roméo se mit à rougir. « Bonjour !» lança Juliette très poliment. « Oh, wow, une souris !» hurlèrent les éléphants verts de peur. « On dirait un troupeau de poireaux !» pensa Juliette. Elle pouffa de rire, entraînant Roméo. Et finalement, ils partirent tous dans un grand éclat de rire qui résonna loin dans la plaine jusqu'au-dessus des collines. C'est ainsi que Roméo retrouva le plaisir de se balader en plein soleil. Il rougissait encore parfois, bien sûr, mais désormais il savait que c'était charmant. Juliette et Roméo firent encore de nombreuses balades au clair de lune. Ils ne se quittaient plus parce qu'ils étaient bien ensemble, tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup Sylvie pour cet instant de lecture. Je pense que maintenant nous allons faire une petite pause musicale et après je vous présenterai mes derniers invités. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac.
Chers auditeurs, vous êtes toujours en direct dans le studio de Radio Grand Lac 92.1 FM et je vais recevoir maintenant d'autres invités qui vont vous présenter leur magnifique association Livre en Fête à Brison-Saint-Innocent. Mais avant de laisser la parole à Philippe Riboulot et à Patrick Liodet, je veux en faire un grand clin d'œil à mes amis croisiéristes qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, je donne bonjour des quatre coins de la France, à Patrick, Brigitte, Stéphanie et Tati Daniel. Donc, je vous donne des grands bonjours et je vous embrasse. Alors maintenant, place toujours à la lecture et aux bénévoles avec Philippe Riboulot, président de l'association Livre en Fête, qui va vous parler de cette belle manifestation à venir, mais aussi de ce qui s'est passé dans l'année, parce qu'il y a eu des très belles soirées. Oui, bonjour. Eh bien, Livre en Fête qui organise donc depuis 20 ans donc ce magnifique salon du livre. Chaque année a décidé d'organiser en fait ce qu'on appelle les rendez-vous de Livre en Fête, à savoir des conférences où on accueille des juristes, des auteurs, je dirais des gens qui peuvent nous entretenir sur des sujets intéressants, historiques ou locaux. Et donc on a organisé en fait le 19 juin une rencontre avec le procureur Jacques Dallest autour de son dernier ouvrage, Le crime non élucidé, énigmes et solutions. Donc une belle rencontre à travers, en approchant en fait toutes les questions de la justice et des problèmes tout autour. Et puis le 4 octobre, nous avons invité Laurent Demouzon, qui vient de publier un ouvrage remarquable, très bien documenté sur la libération de la Savoie, Savoie 44-45, une longue libération, où il nous a fait part effectivement de la manière dont s'est déroulée en fait la libération de tout le département. Et puis une autre, ça c'était l'intention très forte aussi de l'association, c'était en fait d'essayer d'associer au maximum la jeunesse sur la lecture. Donc ça rejoint tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Et puis aussi sur le rôle associatif, etc. Et donc les 17 et 18 juin, Martine Marsat, qui est une spécialiste des sciences de l'éducation, qui participera d'ailleurs à notre salon cette année, a travaillé avec les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école de Brison pour pouvoir faire écrire en fait des contes aux enfants, et ces enfants seront présents au salon pour présenter, pour exposer leur petit livret qu'ils devraient éditer, et en même temps faire une petite lecture de contes juste avant l'inauguration. Très belle initiative, merci Philippe. Je peux laisser la place maintenant à Patrick, la parole à Patrick Liodet qui va se présenter, auteur. Oui, moi je suis écrivain depuis 24 ans. Donc j'en suis cette année à mon 14e ouvrage. Et il y a 20 ans, avec mon ami Gérard Dava, qui était lui aussi auteur, qui malheureusement a pris sa retraite d'écrivain, eh bien nous avons eu l'idée de créer un salon du livre à Brison-Saint-Innocent. Enfin, tout d'abord, on cherchait une commune qui soit réceptive, et à l'époque, le maire, c'était Guy Rosset, qui est un homme de théâtre, donc on a pensé que ce serait bien de promouvoir un salon du livre à Brison-Saint-Innocent. Et donc, cette année, nous allons fêter les 20 ans de la création du salon du livre. D'accord. Patrick, tu veux bien nous donner un petit historique de cette belle aventure ? Alors donc, on a créé ce salon du livre avec l'aide de l'association L'Unisson, que Mireille, tu connais bien, et on a fonctionné pendant 10 ans avec cette association, et puis au bout de 10 ans, eh bien on a pris notre envol et on a créé une association qui s'appelle Livre en Fête, et qui est basée sous le signe justement de la fête et du livre. Et puis petit à petit, eh bien on a essayé de progresser, c'est-à-dire on n'a pas voulu brûler les étapes. La première chose bénéfique qui nous est arrivée, c'est en la personne de Jean Bertolino, que je connaissais au départ un petit peu et qui a accepté de venir parrainer le salon du livre. Et Jean Bertolino a donné tout de suite un essor à notre salon. Jean Bertolino, je rappelle, qui était grand reporter à TF1 et producteur de 52 sur la Une, la célèbre émission de reportage. Et puis, petit à petit, nous avons progressé encore en créant un poste d'invité d'honneur. Et
Au niveau des invités d'honneur, on a eu quand même de grands écrivains comme Hubert Mangarelli, on a eu Robert Picamillo, on a eu René Frégny, on a eu Isabelle Alonso, on a eu des tas de personnalités comme Stephen Clark, Georges Malbruno. Et donc, voilà, c'était une belle aventure de recevoir tous ces gens. Et puis, en 2014, si ma mémoire est bonne, on a eu l'idée de créer une soirée cabaret en amont du Salon du Livre pour prouver que c'était vraiment livre en fête et montrer que la lecture, les livres, c'est pas quelque chose de poussiéreux, de renfermé, de ringard. Donc c'est pour montrer que le livre est en relation avec la peinture, la photo, la musique, l'art en général. Merci pour ces précisions. Je me souviens avoir assisté à de très très belles soirées et j'ai eu la chance aussi d'être présente le 19 juin à la rencontre avec Jacques Dallet, le crime non élucidé, énigmes et solutions. Et il a bien voulu se prêter à des questions-réponses. Vraiment, c'était passionnant. Philippe, je te laisse la parole. Oui, alors un petit mot effectivement sur ce que j'ai intitulé moi une incroyable aventure associative, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fonctionnement de l'association. Je crois que je suis là depuis 3 ans. Je trouve effectivement une ambiance globalement formidable, c'est-à-dire que chacun à sa place. Il y a des valeurs de tolérance, de transparence et d'appartenance. On a parlé tout à l'heure de l'appartenance. Donc tout cela fonctionne dans une bonne humeur, dans le bonheur de faire, dans le bonheur d'être au service effectivement du livre, de l'écriture et des mots, dans les rencontres qu'on peut avoir avec les auteurs, qu'ils soient des auteurs, je dirais, renommés ou même des auteurs locaux. Je veux dire, il y a toute une dimension de partage qui est vraiment extraordinaire, et une équipe qui fonctionne d'ailleurs avec une majorité de gens qui sont là depuis le début. Moi, je tiens à souligner aussi, c'est ce que je mets dans mon petit éditorial du livret, c'est vraiment féliciter tous ces gens qui finalement sont toujours au service de la cause, dans le même niveau de responsabilité et qui se prennent pas la tête et qui donnent d'eux-mêmes pour pouvoir que cette manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Ça, c'est quand même un élément extraordinaire. Donc pour moi, c'est une véritable réussite associative et c'est vraiment un bonheur d'y participer et d'y contribuer. Merci Philippe. Donc nos bénévoles indispensables, toujours présents. Alors j'ai eu la chance précédemment, plusieurs années de suite, d'aller à ces salons et pour mes cadeaux de Noël, j'avais pris l'habitude, et je prendrai encore l'habitude cette année, d'aller acheter mes livres. Alors souvent c'était pour mes petits-enfants, et j'étais très heureuse de faire dédicacer des jolis livres destinés à mes enfants, et c'était un bonheur de leur offrir. Et c'est des livres qui vont garder à vie et qui seront peut-être même lus lorsqu'ils seront eux-mêmes parents. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, c'est très intéressant de rencontrer. Et qui plus est dédicacé. Et c'est le moment de rencontrer ces auteurs et puis de partager avec eux un moment très convivial. Alors, Philippe ou Patrick, voulez bien reprendre le micro et puis nous parler de cet événement qui se prépare avec un invité aussi très important, Franck Picard. Bien sûr, il y aura Jean Bertolino qui sera présent, effectivement. Oui, alors je vais bien vous en parler un petit peu. Donc, on va commencer le vendredi soir avec une soirée cabaret exceptionnelle. Je pèse bien mes mots, oui, parce qu'on aura. Je confirme. Tim O'Connor, donc qui est un chanteur irlandais, qui est basé en Savoie et qui est un personnage très attachant. Il sera accompagné de George Borowski, qui est une pointure de la chanson anglaise et de la guitare. Et ils seront accompagnés par 6 musiciens. Donc on aura 8 musiciens sur scène. Je précise, c'est vraiment une soirée exceptionnelle pour la soirée cabaret. Et je crois qu'il faudra vraiment venir de bonne heure, parce que on pourra pas prendre plus de gens qu'on peut en mettre. Donc, si vous voulez assister à la soirée, vendredi 8 novembre. Soirée gratuite, soirée je précise, gratuite parce que et à la salle d'Espines. Tout à fait. Donc, venez, parce que vraiment, vous allez passer un bon moment. Vous pourrez même danser. Voilà, pourquoi pas. S'il y a de la place, parce que ça risque d'être compromis. Donc, notez tout de suite sur votre agenda le 8 novembre à 20h30.
20h30 et venez plus tôt puisque c'est dans la limite des places disponibles et ça sera une soirée exceptionnelle avec Tim O'Connor et George Borowski et 8 musiciens. Voilà, et puis tu viens de dire une soirée gratuite. Oui, alors c'est la marque de fabrique du Salon Livre en Fête, c'est-à-dire que nous avons voulu que ce soit un événement populaire et donc toutes les animations et les entrées sont gratuites. Et les auteurs ne payent pas leur emplacement, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des salons où on paye assez cher son emplacement. Donc nous, on veut continuer dans cette démarche. Et donc le samedi après-midi, on aura la lecture au Château Brachet, s'il vous plaît, quand même, Monsieur Jean-Michel Belin qui va nous recevoir au Château Brachet et recevoir Robert Picamillo pour une lecture de ses tout nouveaux poèmes. Premier invité d'honneur du salon. Premier invité d'honneur du salon, Robert Picamillo, qui réside en Haute-Savoie. Et également le soir à 20h30, eh bien on aura une grande rencontre sur l'olympisme avec Franck Picard qui sera notre invité d'honneur et un invité d'honneur très attachant parce que c'est un personnage qu'il faut vraiment connaître, Franck Picard, qui a gardé une modestie de tous les instants. Et puis donc le dimanche, eh bien ça sera le salon du livre proprement dit à partir de 9h du matin et jusqu'à 18h avec 40 auteurs et notamment des auteurs prestigieux puisque Franck Picard, je l'ai dit, sera l'invité d'honneur, Jean Bertolino, le parrain, toujours parrain à vie. On aura également Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, qui en ce moment est au Liban et couvre les événements du Moyen-Orient. On aura Yves Balu, alpiniste et écrivain très connu, Robert Picamillo. On aura également Nicolas Feutz, qui est un procureur suisse et qui est un auteur de polar reconnu dans toute la Suisse. Également Karine Racine, notre autrice suisse également de BD, qui viendra nous retrouver depuis 20 ans. Elle est fidèle. Et puis également, dans les gens connus, on aura aussi Jean-Marc Errand, qui a été dessinateur de presse pour Le Canard enchaîné et Fluide glacial, et qui nous présentera son dernier ouvrage, L'étoffe des zéros, avec un Z. D'accord. Et puis, bien sûr, on aura tous nos auteurs régionaux, parce qu'on donne la chance aux jeunes et aux auteurs régionaux. Voilà, on essaye de donner la chance à tout le monde. Félicitations pour cette belle organisation, Philippe. Alors, ce qui est à remarquer quand même, et on est quand même très fiers, c'est qu'on a réussi à faire revenir 4 invités d'honneur. Donc, c'était pas 5 invités d'honneur, oui, parce que, alors, il y en a effectivement, si on compte Jean Bertolino, ça fait un petit peu plus, ça fait quelqu'un d'autre, mais on a aussi Stephen Clark qui va nous rejoindre et qui s'est annoncé au dernier moment, qui était donc l'invité d'honneur en 2019. Voilà, qui est le chroniqueur, de la reine d'Angleterre. Voilà. Et qui finalement s'est annoncé au dernier moment. Donc on est quand même fiers parce que pour fêter ses 20 ans, tous ces gens-là qui ont participé quand même, et ce sont des gens quand même, c'est des gens aussi importants. Et donc on va voir tous ces gens-là qui vont nous rejoindre. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment, c'est fêter effectivement ces 20 ans de rencontres, d'expériences, de partage, etc. Donc c'est vraiment un temps fort, ça va être extraordinaire. Félicitations d'avoir mobilisé toutes ces personnes et vraiment on va rappeler tous ces beaux événements à venir. Alors Philippe, je crois qu'il souhaite prendre la parole. Et puis alors pour symboliser tout ça, d'habitude on fait venir un artiste, un photographe, un aquarelliste et autres. Puis cette année on a décidé de faire une sorte d'expo photo dans lequel on va mettre effectivement à l'honneur nos bénévoles et puis retracer quelques moments forts du salon. On a d'ailleurs une iconographie intéressante puisqu'on va présenter sur ces panneaux photos toutes les affiches de tous les salons où effectivement on pourra retrouver tous les gens qui sont venus, les invités d'honneur, etc. Donc une belle rétrospective à voir. Bravo pour cette organisation. Donc, je vais rappeler les temps forts du Salon du Livre 2024 qui fête ses 24 ans. 20 ans. 20 ans, pardon. C'est Salon du Livre 2024. Désolée, 20 ans, merci.
Patrick. Donc, les 8 et 9 novembre avec des animations. Le 10 novembre, vous pourrez rencontrer les auteurs et faire vos achats, comme je le soulignais tout à l'heure, vos achats pour Noël, avec les auteurs qui se feront un plaisir de dédicacer ces livres, avec l'invité d'honneur Franck Picard, champion olympique, avec Jean Bertolino, grand reporter. Alors, je rappelle donc le vendredi 8 novembre à 20h30, salle d'Espine, la soirée cabaret exceptionnelle avec Tim O'Connor et Georges Borowski, avec des musiciens sur scène. Soirée gratuite, j'insiste là-dessus. Donc venez de bonne heure parce que je vous assure que la dernière représentation où j'étais présente, la salle était archi pleine. L'accès à toutes les manifestations est gratuit. Voilà, l'accès à toutes les manifestations est gratuit. Sachez que dans la salle d'Espine, pour des raisons d'assurance, on ne peut pas aller au-delà de 250 personnes. Donc, arrivez de bonne heure, si vous voulez vous faire plaisir. Donc, le samedi 9 novembre, il y aura 2 événements. Un à 15h au Château Brachet, donc partenaire de ce salon du livre. Et puis, avec une rencontre lecture avec Robert Picamilio, j'essaye de le prononcer correctement, à l'italienne. J'ai eu un cours ce matin grâce à Philippe. Donc, venez au Château Brachet à 15h. Il y aura un pot de l'amitié offert à l'issue de la séance. Et puis, le samedi 9 novembre à 20h30, salle d'Espine, la rencontre avec Franck Picard, champion olympique et invité d'honneur 2024, avec d'autres sportifs qui seront présents. Et bien sûr, tout au long de la journée du 10 novembre, de 9h à 18h, vous pourrez venir salle d'Espine et faire vos achats, rencontrer les auteurs et passer un agréable moment. C'est toujours un salon très, très vivant, très important. Je crois qu'il y a une petite loterie, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et ce sont des auteurs qui ont donné leur livre. Donc, vous pouvez gagner à cette loterie un livre et puis passer une excellente journée. Tout ce que l'on peut dire, c'est venez nombreux. Voilà, on vous invite vraiment à venir nombreux à cette belle manifestation. Alors, pour rappel, donc, je vais rappeler mes 2 premiers invités avec Lire et faire livre. Si vous avez envie d'être bénévole, vous pouvez aller sur le site Folle73 et vous inscrire dans l'onglet Culture, Lire et faire lire. Vous serez accompagné par Magali et par d'autres bénévoles. Concernant le salon du livre, je pense que je vous ai donné beaucoup d'éléments, mais vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux, également sur Livre en Fête à saintine.fr, tous les éléments pour retrouver les événements à venir. Si vous souhaitez rejoindre aussi en tant que bénévole, j'ai Philippe qui me fait un grand signe. Oui, vous pouvez rejoindre effectivement cette belle équipe de bénévoles. Philippe reprend la parole. Effectivement, quand on voit qu'on a un salon qui arrive à ses 20 ans, ça veut dire qu'il y a quand même des forces aussi qui sont des forces très vives, très dynamiques. Mais bon, on a besoin aussi quelque part d'un renouvellement et on attend, je dirais, des bénévoles, mais pas des bénévoles qui soient des bénévoles, je dirais, pratico-pratiques, pardonnez-moi l'expression, mais des gens qui puissent s'investir dans l'organisation, dans le renouvellement et dans la mise en place, en fait, de l'organisation, c'est-à-dire des gens qui puissent apporter une réflexion à tout ça. Merci Philippe pour ces précisions. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Vraiment, je vous remercie grandement d'avoir été présents. Je remercie à nouveau Jeanne qui a pu se libérer. Et puis, je vous annonce la prochaine émission à 18h. C'est local et c'est bon avec Ève et Françoise. Et puis, merci à Jean-Pierre qui était à la technique, toujours mon fidèle ami Jean-Pierre. Et merci Sandra et Lolo qui sont pas là dans le studio, mais qui sont en train, je crois, de ranger le salon du chocolat et des gourmandises qui avait lieu ce week-end. Et félicitations à tous. À très bientôt. Radio Grand Lac.